Mais je crois qu'il en reste deux après moi, et puis après il y a la soirée, donc on va se focaliser un peu. Ça va Nantes? Vous êtes chaud? Ah, c'est bien, cool. Vous voulez- Ouais, bon, il y a toute la France qui est représentée, donc c'est cool. On va le refaire quand même pour être certain que tout le monde soit là. Ça va Nantes? Cool. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, le micro il est un peu chelou, il faut vraiment que je tienne proche. Salut, moi c'est Clément. Je suis entrepreneur, je suis ingénieur logiciel, c'est pour ça d'ailleurs que je suis ici sur scène. Je suis aussi business angel et bien souvent pas dans cet ordre-là. J'ai lancé une boîte qui s'appelle Bits and Coffee Consulting, qui est une agence qui va aller construire des produits innovants et c'est de ça qu'on va vous parler. Pourquoi est-ce que je vais vous parler d'innovation? Parce que effectivement, l'innovation, c'est mon passé. J'ai construit des boîtes, j'ai construit des boîtes pour des clients. Je les ai vus, pour certaines, aller lever des dizaines, des centaines de millions d'euros. J'ai loupé ma slide, pardon. C'est mon présent, puisque ici, on va essayer de vous donner une méthode qui va vous permettre d'essayer d'innover de façon radicale sur vos projets IT. Et c'est également mon futur, parce qu'on verra que l'innovation, c'est pas seulement un process one shot, mais c'est un process d'itération continue. Avant d'aller creuser dans ce sujet d'innovation, on va d'abord se renseigner un peu sur qu'est-ce que c'est l'innovation. Est-ce que, ici dans la salle, vous auriez une définition à me proposer de l'innovation? C'est tout quand même d'un seul côté. Alors l'innovation, selon les grands sages qui éditent le dictionnaire, on va essayer, bon, déjà c'est un nom féminin pour commencer, et d'après le Larousse, donc ces vieux monsieur avec leur joli costume et leur jolie épée, nous dit que l'innovation, c'est la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de ces biens ou de ces services. Pardon, excusez-moi. Vous voyez que cette définition, elle n'est pas incroyable. Elle n'est pas incroyable parce qu'en fait, cette définition, elle est définie par des gens qui ne font pas d'innovation, justement. Elle est définie par ces dictionnaires qui, au final, n'évoluent pas d'année en année, sauf pour aller réussir à mettre le mot TikTok dans la version 2025 du dictionnaire. Génial. Alors du coup, j'ai été chercher un peu, j'ai creusé mon sujet, et j'ai été chercher des gens qui se font payer très cher pour définir des nouveaux process. Et ces gens, en l'occurrence, le fauteuil va peut-être masquer. Ouais, le fauteuil va peut-être masquer. Ces gens, c'est les gens de McKinsey. Ce sont les gens de McKinsey. Et les gens de McKinsey, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de l'innovation? Pour McKinsey, l'innovation, c'est une pratique, je lis la traduction littérale, c'est la pratique systémique du développement et de la commercialisation de produits et de services révolutionnaires destinés à être adoptés par les clients. Et cette notion de client, elle est essentielle dans le processus. Parce que si derrière, vous développez votre idée, mais que vous n'avez pas de client ou que vous ne savez pas le faire, eh ben, votre idée, elle reste à l'état d'idée, ou alors votre idée, elle fait flop. Ici, notre définition d'innovation, elle est un peu plus complète et elle se repose sur trois piliers qu'on va aller explorer dans chacun de nos exemples qui va suivre pendant ces à peu près 15 minutes qui vont rester. Et ces trois piliers sont définis de la façon suivante. Le premier, c'est le pourquoi, c'est le what. Quelle est la valeur de cette innovation? Quelle est la valeur tangible? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une version évoluée d'un paradigme? Ici, on a un élément qui définit intrinsèquement notre produit. Le second, si ma slide veut bien passer. Pourquoi est-ce qu'elle ne passe pas? Voilà, ici. Le second, c'est le who. C'est le pour qui. Qui est à destination de l'innovation qu'on va essayer de mettre en place. Parce qu'effectivement, si derrière vous avez une très belle idée mais que vous n'avez pas de client, que vous n'avez pas de public cible, ça ne sert pas à grand chose de la faire. Et enfin, la troisième, c'est le comment. Si vous avez votre public, que vous avez votre idée,
mais que vous n'avez pas la façon d'itérer, que vous n'avez pas la façon de le commercialiser, que vous n'avez pas la façon de le scaler. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans les 3 exemples que je vais vous donner. En fait, votre idée, elle aura un site web qui sera magnifique. Elle aura peut-être 1 ou 2 clients qui vont se balader. Je ne sais pas si Cédric est dans la salle, mais il connaît bien ce problème parce que j'ai essayé de créer un truc qui n'a pas marché pendant 16 semaines et je l'ai dû le tuer. Ça arrive, c'est pas grave. Mais effectivement, on doit avoir ce triumvirat de what, de who et de how pour créer un produit qui fonctionne. Pour illustrer ces 3 cibles, on va aller chercher 4 innovateurs. 4 personnes que vous connaissez au moins de nom, et une 4e, 3 personnes que vous connaissez, pardon, au moins de nom, et une 4e que vous connaissez tous personnellement. Pardon, je perds mes fiches, c'est pas grave. Après tout, on va les baser, j'en ai pas besoin. La première personne que je vais vous présenter, c'est Thomas Edison. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce qu'a inventé Thomas Edison? J'ai entendu quelque chose. Eh ben non, justement. Tout le monde pense que Thomas Edison a inventé l'ampoule. Mais en fait, Thomas Edison n'a fait que reprendre l'ampoule à un monsieur qui s'appelle Davy, qui a inventé l'ampoule en 1902, alors que Edison est bien plus contemporain que ceci. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait, Edison? Edison, c'est un ingénieur et un entrepreneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un concept qui existait, c'est-à-dire l'ampoule, qu'il a amélioré. Il a pris son ampoule et il y a mis un filament en carbone. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé le fait que l'ampoule, qui avait une durée de vie de quelques minutes, est passée à une durée de vie de 1200 heures. Ce qui, à l'époque, est assez monstrueuse. Ça, c'est son watt. Pour qui est-ce qu'il a fait, qui est-ce que Thomas Edison a fait l'électricité? Pour tout le monde. Les citoyens, les industriels, les villes. Et c'est ainsi qu'en 1882, Thomas Edison va avoir un contrat avec la mairie de New York pour aller alimenter toute la ville. Et enfin, le how, notre 3e petit rond bleu. Comment est-ce que Thomas Edison va derrière aller faire cette industrialisation et aller proposer du EAS, Electricity as a Service? Il va aller créer une entreprise que vous connaissez tous aujourd'hui, qui s'appelle GE, General Electric. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît tous Thomas Edison pour l'ampoule, même si c'est un concept qu'il n'a pas fondamentalement inventé, pour GE derrière et pour le courant continu DC. Ce monsieur Thomas Edison a un contemporain que vous connaissez aussi de nom. Vous le connaissez de nom, il a été naturalisé américain, mais il n'est pas du tout américain, il est slovène. Et vous connaissez aussi son nom parce que son nom a été réutilisé par un milliardaire américain qui est exactement Nikola Tesla. Nikola Tesla, il est né en Slovénie, il a émigré très rapidement aux États-Unis. Et Nikola Tesla, j'ai envie de dire, c'est un peu le Quentin Adam des États-Unis. Nikola Tesla, c'est pas un vendeur, c'est un putain de tech. C'est un putain d'ingénieur. Lui, Nikola Tesla, il n'avait pas une thune, d'accord? Il a été inventé le courant alternatif. Le courant alternatif, pour ceux qui ont loupé les cours d'électricité ou ceux qui n'en ont jamais pris, c'est un courant qui alterne en 2 phases et qui permet d'être distribué sur une très grande distance. À l'époque du courant continu, les générateurs étaient bien souvent dans les caves. Donc qu'est-ce qu'il a été faire, Nikola Tesla? Il a été proposé un produit. Et ce produit sans financement, ce produit sans modèle économique, n'est rien. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher son who, et son who, du coup, c'est la même cible qu'Edison, à la différence que ce monsieur, il a dû aller vendre ses brevets à quelqu'un qui a un nom que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Westinghouse. Et Westinghouse a commercialisé l'électricité continue, alternative, pardon, excusez-moi, pour derrière aller alimenter la foire de Chicago, puis ensuite les chutes du Niagara, à tel point qu'à la fin du 19e siècle, derrière, tout le monde dans le monde utilisait le courant alternatif. Et donc du coup, j'ai oublié mon 3e cercle, son comment. Ce monsieur donc a été vendre ses brevets à un industriel qui était bien plus puissant que lui.
Le troisième exemple que je vais vous proposer, vous le connaissez tous, puisque vous travaillez tous ou presque dans la tech. Ce monsieur, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que il est peut-être clivant. Il est colérique au possible. Mais il a définitivement révolutionné ma vie et révolutionné la vie de beaucoup de développeurs. Ce monsieur, c'est Steve Jobs. Qu'est-ce que Steve Jobs a apporté? Où est-ce que Steve Jobs a innové? Et là, vous me direz, a raison. Le téléphone existait avant Steve Jobs, les portables aussi. L'ordinateur existait avant Apple. Et le lecteur MP3 aussi. On est tous plus ou moins de la même génération. Qui est-ce qui avait à l'école, au collège, ces barres MP3 qu'on branchait sur des ports USB? Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. On allait aussi télécharger, c'est mal, bout, nos fichiers sur Imul, sur Casa, sur tous ces logiciels absolument illégaux. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Steve Jobs a fait? Et c'est une interview qu'il donnait dans Forbes il y a maintenant un petit peu plus de 15 ans, puisqu'il est décédé en 2013, si mes souvenirs sont corrects. Il a dit qu'en fait, l'innovation, c'est pas l'invention, c'est le fait de rendre la technologie invisible et accessible. Bon, sur le coup, le côté accessible, on y reviendra, parce que les iPhones coûtent encore très cher. On va pour ça prendre juste un exemple. Cet exemple, c'est le téléphone que j'ai en main, qui existe depuis quasiment 20 ans maintenant, c'est l'iPhone. L'iPhone a été annoncé en janvier 2007, il a été disponible en juin de la même année, et je vous parle d'un téléphone qui n'avait pas d'App Store, qui n'avait pas de copier-coller, qui avait un appareil photo dégueulasse, mais qui apportait une révolution sur le marché des téléphones. Écran multitouch, pas de clavier, pas de stylet. Et pour ça, je vous invite à aller voir, qui est disponible sur YouTube, son lancement avec son très légendaire phone, music player and an Internet communicator à la suite. Maintenant qu'on a le produit, qui est notre cible? Eh bien, la cible, c'est tout le monde. Encore une fois. C'est les gens qui, pas forcément techniciens, voulaient un téléphone simple d'utilisation et intégré. Et le comment? Il a travaillé d'arrache-pied avec des ingénieurs tous plus brillants les uns que les autres. Il a travaillé avec des designers de renommée aujourd'hui mondiale, Johnny Ive et compagnie, pour faire un téléphone qui tenait bien en main, qui avait toutes les features, qui avait toutes les fonctionnalités initiales. Et je vous rappelle, pour ceux qui étaient là à l'époque, ou même ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs, à la base, Steve Jobs ne voulait pas d'application sur son téléphone. Un an plus tard, il sort le SDK iOS et l'iPhone prend effectivement la renommée qu'on lui connaît. La quatrième personne et dernière, avant qu'on aille diver sur des produits un peu plus tech, bah vous le connaissez. Parce que c'est Quentin. Ouais, j'ai même mis sa nouvelle photo dans mes slides. Quentin, je le connais depuis quasiment 10 ans, 12 ans maintenant. Et je l'adore, c'est un garçon que j'adore absolument. Mais Quentin, il n'a pas inventé le cloud. Non, c'est... Pour être tout à fait franc, je serais incapable de vous dire qui est-ce qu'il a inventé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un produit. Il a pris une cible qui était les développeurs qui n'avaient absolument pas envie d'aller gérer leur infrastructure, d'aller gérer le sharding de leur base de données. Il a pris des gens extrêmement talentueux. Et comment il a fait ça? Il l'a intégré au niveau d'un pass. Ce pass, ou ce maintenant étoile AAS, parce que je vois Steven qui me regarde avec des gros yeux en me disant « Clever, c'est pas que de l'infrastructure ?» Il y a beaucoup d'autres produits depuis le lancement de Clever. Il a pris ce produit, il l'a uniformisé et il en a fait aujourd'hui un des leaders européens. Bravo. Ce qui m'amène à, du coup, parler un tout petit peu plus de Clever et de la façon dont on travaille aujourd'hui. Est-ce que j'ai mon animation qui se passe bien? Non, évidemment. Allez, on se dépêche. Ben alors. Ah, voilà. Depuis que je fais ce métier de consultant, j'ai accompagné une cinquantaine d'entrepreneurs à lancer leurs services, que ce soit des applications mobiles, que ce soit des sites web, que ce soit de l'embarqué. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, 80 à 90% utilisent encore l'infrastructure de Clever.
Ils utilisent encore cette infrastructure parce que j'ai mis en place un processus d'innovation qui s'appelle l'IDD. Non, pas celle-là. Qui s'appelle, j'ai mis ses initiales pour Innovation Driven Development. On va aller, les développeurs aujourd'hui ont du TDD, ont du end-to-end, ont tous leurs protocoles. Ici, l'IDD, c'est un protocole, c'est un process d'innovation qui nous permet d'aller très vite, d'aller très fort et de faire parmi les meilleures plateformes dans leur domaine. Et je vais prendre pour ça 1, 2, 3, 4 exemples. 4 exemples qui ont été développés ces 5 dernières années. Et on va essayer de creuser un peu sur les différents sujets qui ont fait que ces plateformes sont des plateformes absolument innovantes. Le premier que je voulais vous présenter, c'est Strat. Moment de publicité. Si vous cherchez un cabinet comptable exceptionnel, je vous les recommande. C'est un cabinet lillois. Je connais l'un des cofondateurs depuis ses jeunes années en tant que comptable dans un autre cabinet. Je l'ai suivi. C'est aussi mon comptable. Et Thomas est venu vers moi il y a 3 ans, 2 ans maintenant, pour refaire intégralement leur site web. Il s'avère que Strat, ce sont des gens qui sont extrêmement technophiles, qui sont tech-savvy, qui n'hésitent pas à aller au-delà des limites pour proposer à leurs clients une expérience incroyable. Ils vont utiliser des logiciels comme Penny Lane, ils vont aller chercher des services d'IA pour rédiger leurs documents. Franchement, c'est top. Le problème, c'est que ça reste des comptables. Donc du coup, il était hors de question d'aller leur demander de mettre les mains dans le code pour ajouter un article, pour modifier le titre, pour modifier les couleurs. Et on voulait également un site qui soit extrêmement performant. Pourquoi ? Parce que même si ce n'est pas un boulot qui va connaître la crise d'ici peu, c'est un boulot qui est extrêmement concurrentiel. Il y a énormément de cabinets comptables, il y a les Big Four qui font de l'audit, et quand on tape comptable Lille sur Google ou un autre moteur de recherche, il y avait Tristan sur scène avant moi, on aurait très bien pu chercher sur Quant, se positionner sur les mots-clés comptabilité plus une ville, c'est extrêmement difficile. Ici, ce qu'on a fait, c'est que j'ai choisi une optique de site statique, développée sur une technologie que vous connaissez probablement tous, qui s'appelle Next.js. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? Parce que avec Next.js, je pouvais, à partir du contenu, faire du static site generation. Et ça, j'ai pu le faire en branchant un headless CMS. J'ai utilisé iGraph, l'ancien nom de je ne sais plus, c'était GraphQL CMS, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui derrière propose des webhooks. Et grâce à la CLI intégrée dans les machines de Clever, quand le CMS est mis à jour, ce qui va se passer derrière, c'est que je vais aller injecter un job dans une queue Redis et au bout d'un certain délai, je vais aller trigger un rebuild du site, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez en navigation privée et que vous testez le Google Lightspeed sur ce site web, on atteint quasiment 100 partout. Grâce à Clever, on a quoi ? On a un site web qui est extrêmement réactif, très bien placé sur Clever grâce à son contenu SEO et extrêmement rapide puisque c'est du SSG. Ici, quel était le what ? C'était d'avoir un site web extrêmement performant. Pour qui ? Pour tous les gens qui cherchaient un comptable à Lille, à Paris et ailleurs. Et enfin, comment ? Grâce à l'utilisation de la CLI Clever intégrée sur toutes les machines. Le deuxième exemple que je vais vous proposer, c'est une application dynamique, une application qui s'appelle restation.com, qui a été créée par un ancien rugbyman professionnel qui s'appelle Julien Yardet. J'avais mis sa photo, mais en fait, vous l'avez sur l'environnement mobile. Et ici, on a encore été pousser l'intégration de Clever encore plus loin. L'impact de cette plateforme, en fait, c'est un Netflix du fitness pour les gens de 40-50 ans et plus. Au travers d'une approche sportive, au travers d'une approche vidéo, on va aller proposer des entraînements sportifs adaptés à la personne et également à lui proposer du contenu sur sa santé, sur l'alimentation, et sur plein d'autres sujets. Le problème, c'est que ce garçon, Julien, qui regardera cette vidéo en live, il n'était pas disponible en live, c'est que ce n'est pas du tout un technicien. Autrement dit, si je commence à lui expliquer qu'il y a des queues Redis qui derrière répondent à du Pulsar sur un site web React, il n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est un site web qui fonctionne, et c'est un site web qui soit déployé très vite et où les bugs sont corrigés très rapidement. Et aujourd'hui,
grâce à des IDE dotés d'une intelligence artificielle telle que Cursor, celui que j'utilise et qu'un ami m'a présenté il y a 1 an et demi maintenant, et l'IA embarquée derrière dans ces IDE, on peut aller patcher des bugs très très vite, on peut aller déployer des features extrêmement rapidement, faire des tests aussi rapidement et faire des rollbacks sans problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, Julien peut assumer une dizaine de milliers de clients sans problème sur des serveurs de taille XS, pour ceux qui connaissent les scalers de Clever Cloud. Ici, le Who, c'est son public, c'est des personnes de 50 ans et plus, et on sait que la silver economy est en train de grandir. On pensera à nos cotisations retraite qui financent celles de nos parents et de nos grands-parents pour ceux qui ont la chance de les avoir. Et enfin, le comment, ici, c'est grâce à l'utilisation de tous les services et de tous les add-ons de Clever qui nous permettent d'avoir une solution dynamique et extrêmement rapide. Le troisième projet que je vais vous présenter, c'est un projet un peu plus international. Il s'appelle JobReal. JobReal, c'est une application mobile qui permet à des utilisateurs de postuler à des offres d'emploi en vidéo. Et ce service est disponible dans plusieurs pays. Je crois qu'ils ont fermé la France. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai travaillé dessus, on était sur ces 2 pays. Le quoi, ici, c'est une application mobile, comme je l'ai expliqué, qui permet de diffuser des vidéos. Donc on a besoin d'avoir une rapidité extrême et une fluidité extrême. On a été faire une ferme d'encoding de médias grâce à FFmpeg sur les serveurs de Clever. Mais aussi, on a 2 gros sujets à gérer, qui sont la privacy. Pourquoi? Parce que les candidats nous envoient des informations qui sont relativement sensibles. Ils nous envoient des vidéos qu'on va devoir filtrer, qu'on va devoir automatiser. Et à l'époque où je travaillais sur ce projet, on doit aussi également gérer le multizone. Pourquoi? Parce qu'en France, vous savez qu'on a cette merveilleuse chose, on en parlait tout à l'heure, qui est le RGPD, alors qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus light sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a donc fait ici? Pardon, excusez-moi, la cible, donc, ce sont les travailleurs ainsi que les magasins qui étaient clients de l'application. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a été sur un seul et même repo Git, plugué 2 machines Clever, une qui était sur la région de Montréal, une autre qui était sur la région de Paris. Et devant, qu'est-ce qu'on a claqué? On a été mettre un load balancer chez Cloudflare qui permettait de rediriger le trafic en fonction de la position d'utilisateur. L'intérêt ici a été d'une part de mieux protéger les données et de respecter les réglementations en vigueur, et d'autre part également d'accélérer le temps de réponse. Quand on n'avait que les serveurs sur Paris, le temps de réponse pour un client aux États-Unis était d'environ 120 secondes. Vous me direz, 120 secondes, c'est pas énorme, d'accord? Mais quand on parle de vidéo, quand on parle de buffering, 120 secondes, ça compte. En mettant un serveur avec une région à Montréal, on a divisé ce temps de réponse par 4, en passant de 120 secondes à 40 millisecondes. Alors, effectivement, on a aussi été un peu aidé par l'infrastructure de Cloudflare, mais je pense aussi qu'avoir nos bases de données et des serveurs à Montréal ont beaucoup aidé. Et là, le dernier projet sur lequel je veux discuter avec vous, c'est une application qui a été lancée sur le store il y a un peu plus de 3 mois, sur laquelle je bosse dessus avec une entrepreneure parisienne qui s'appelle Eva, qui est une application mobile disponible sur l'App Store uniquement pour le moment, qui est un agent de carrière IA. Là, on est dans un topic de start-up naissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait très bien que la moitié du code, voire 80% du code qu'on va produire, sera jeté dans les prochaines années. Ça veut dire aussi qu'on a un besoin d'itérer très rapidement. Ici, le what, c'est d'avoir une application qui peut évoluer, qui doit évoluer extrêmement rapidement. Pas plus tard que ce matin, suite à un message sur Slack, où elle me disait, bah, écoute, on a un petit problème, on a des notifications qui étaient supposées partir à 8 h du matin, bah, on s'aperçoit qu'elles sont reçues à 23 h aux États-Unis. Effectivement, bon, après, je me suis rendu compte que c'était vraisemblablement un problème de notre provider de push notification, mais c'est embêtant d'avoir une notification qu'on dit du matin, alors qu'elle est reçue au début de la nuit aux États-Unis. Donc du coup, on doit itérer très vite, on doit corriger très vite, et on doit déployer de nouvelles fonctionnalités. Pour qui? Bah, la cible, elle n'est pas encore totalement définie. C'est encore une fois, le produit est tout neuf. On bosse dessus depuis 9 mois, et les 4 premiers mois de la vie de ce projet ont été destinés à la génération de contenu, qui permet d'alimenter l'IA
avec des citations, avec des bouquins, avec des articles, des vidéos, etc., etc. Je vous invite à télécharger l'application si vous voulez en découvrir un peu plus. Donc en 4 mois, on a déjà réussi à faire du contenu relativement intéressant. Et ici, derrière le comment, eh bien ici, on s'est basé sur le principe fondateur de Clever, qui est là depuis le départ, c'est Git. En ayant 2 machines, une machine sur la production qui est connectée évidemment à notre version de prod, et une deuxième application derrière qui est sur un autre App ID. Pour ceux qui font du développement mobile, je pense que vous connaissez le sujet. On peut avoir 2 endpoints d'API différents. Et donc du coup, grâce à Clever, en ayant 2 machines et en pointant sur la bonne branche de Git, on va pouvoir, au travers de feature flagging, aller tester, soit en environnement local, soit sur TestFlight, nos environnements dédiés. D'ailleurs, il faudrait que j'update les screens. Je vois que les téléphones n'ont plus de batterie. Et du coup, grâce à cet environnement Git et l'intégration poussée sur des GitHub Actions, on va pouvoir s'assurer qu'on ne fasse pas des déploiements sur des versions qui sont incorrectes. On ne fait pas de déploiement en production sans s'assurer derrière que l'API répondra correctement, grâce à nos systèmes de test unitaires et grâce derrière au versionning rendu possible. Enfin, l'innovation que j'ai fait sur plusieurs de ces projets, elle ne dépend pas que de mon travail de tech. Elle se repose aussi, excusez-moi, sur des innovations externes. Généralement, quand on lance un projet, et c'est le souci de beaucoup d'entrepreneurs, ils se disent je vais lancer mon serveur, je vais lancer mon application et c'est tout. Mais non, il y a en fait beaucoup de services tiers qui tournent et cet écosystème de services tiers et cette nomenclature d'aller demander aux entrepreneurs d'aller chercher des services tiers est très bien représenté dans le livre de mon mentor qui s'appelle Jeff Lawson, qui est le fondateur de Twilio. Un livre que je vous invite à lire qui s'appelle Ask Your Developer et qui, derrière, vous propose un paradigme pour empoweriser, pour rendre les développeurs heureux dans leur taf en leur donnant une liberté certaine de choisir entre build et buy. Je vais très rapidement vous présenter 3 services qui, en 2024-2025, m'aident beaucoup dans mon travail. Le premier, c'est l'email. Vous savez à quel point gérer des emails est casse-pied. Vous savez aussi que c'est un milieu extrêmement concurrentiel. SendGrid, Mailgun, Mailjet qui a été racheté d'ailleurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Brivo, Plyvo, il y a plein de services qui permettent d'envoyer des emails. Celui que je voudrais vous présenter s'appelle Resend. Il est récent, il a 18 ou 24 mois, je crois, c'est une petite équipe, emmenée par un autre badass développeur, et qui permet avec juste ces 5 lignes d'envoyer un email. Mais aussi, vous savez que gérer des emails, c'est casse-pied. Ici, je l'ai mis en HTML pour alléger le payload. Mais les gens de chez Resend ont inventé un truc qui s'appelle React Email et qui va vous permettre de complètement construire vos emails avec React. Et derrière, vous enlevez votre HTML et vous mettez ici React, vous passez votre composant. Ouais, ça marche server-side, évidemment. Et derrière, votre email est absolument parfait dans tous les navigateurs et ça vous évite de payer des litmous à je ne sais combien d'euros par mois. Je recommande et en plus, derrière, c'est gratuit juste pour 50 000 emails par mois, je crois. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. La deuxième innovation que je vais vous présenter, elle passe par l'authentification et la prévention de la fraude. Et je crois que c'est un sujet chez Clever aussi, parce qu'il nettoie régulièrement pas mal de machines un peu malicieuses. Et donc, du coup, ici, le meilleur moyen de prévenir la fraude, c'est d'authentifier vos utilisateurs. Non, je ne parlerai pas de Keycloak, parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais par contre, je parlerai de Prelude. Prelude, c'est le nouveau nom d'une boîte qui s'appelle Ding, et qui vous permet d'envoyer des SMS d'authentification. Pareil, vous me direz, Twilio fait ça depuis des années, Mailbird le fait depuis des années, mais encore une fois, Prelude, je trouve, fait beaucoup mieux, parce que derrière, vous pouvez authentifier votre utilisateur comme ça. Vous pouvez authentifier vos utilisateurs par SMS, par WhatsApp. Franchement, c'est top, et c'est surtout quasiment gratuit, en fait, puisque je crois que c'est de l'ordre de 4 centimes la vérification, ce qui est assez exceptionnel. Et enfin, la troisième innovation dont je vais vous parler, ici, elle a été créée par 2 petits Français ils sont plus grands que moi d'ailleurs,
qui travaillaient chez Algolia. Et leur innovation, c'est d'aller créer un truc qui s'appelle PlaceKit. Et ça me permet, moi, dans mes applications, que ce soit mobile ou web, de dégager Google. On aime dégager Google. On aime dégager ces paquets ultra lourds. On aime dégager ces payloads monstrueux. PlaceKit, je les utilise quasiment en permanence. Encore une fois, avec un payload extrêmement simple et une API qui ne coûte quasiment rien. C'est quelques pouillèmes de centimes par requête. Vous allez récupérer énormément d'informations sur les adresses et vous allez également avoir des composants qui vont vous permettre de faire de l'autocomplete. PlaceKit, je vous invite à aller y faire un tour. On a vu pendant ces quelques minutes ce qu'était l'innovation, comment on pouvait la définir, quelles étaient les principales clés. Est-ce que vous avez quelques questions pour moi? Une? Il y a un micro qui arrive. Pour la présentation, j'aurais deux questions si je peux abuser. La première. Je pense qu'on a le temps, oui. Tu évoques l'utilisation d'API qui sont assez récentes. Comment tu gères d'un point de vue risque le fait que l'API que tu utilises soit va se faire racheter par quelqu'un de plus gros ou qu'elle tombe parce qu'elle n'est pas suffisamment vieille? Alors c'est une excellente question, merci. Quand j'utilise ce genre de service, je vais d'abord faire si le client est monstrueux, si c'est un client du luxe, si c'est un client industriel, je vais potentiellement d'abord me rapprocher des fondateurs, faire un très rapide audit. Je n'ai pas la prétention d'être auditeur, donc du coup, je vais aller me renseigner. Mais j'ai ce privilège de travailler beaucoup en milieu startup. Donc du coup, je pense que ce risque peut être assumé. Et derrière, en fait, la versatilité et la rapidité de Clever, changer un service, ça prend littéralement quelques secondes si c'est bien fait. Je pense par exemple à la recherche. Il s'avère que pendant la recherche, j'ai été très très longtemps consommateur d'Algolia. Jusqu'à un moment où Algolia tourne encore, hein, c'est encore un super service. Mais le problème, c'est qu'Algolia coûte très cher at scale. Et on se retrouvait avec des factures à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On dit, ouais, mais peut-être qu'il y a peut-être moyen de faire mieux quand même. C'est à ce moment-là que Clever sortait son add-on Elasticsearch. C'est définitivement pas la même utilisation, qu'on soit bien d'accord. Hein, mais on peut faire globalement un Algolia dans Elastic. Ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'effectivement, il y a le transfert des données et compagnie. Mais en l'occurrence, je pense que quand on travaille en milieu d'innovation, il faut pouvoir se retourner très vite, il faut pouvoir accélérer. Et donc, du coup, si tu ne prends pas de risque, derrière, tu n'as pas le payback. Si tu te reposes sur des solutions à la papa, bon ben, ouais, ce sera peut-être plus fiable, plus stable. Et encore une fois, s'il y a des rachats, s'il y a des choses, ben, je prends l'exemple de Prélude par exemple. J'ai pas mis le payload de Next ou Python ou peu importe. Prélude, c'est renommé. En fait, comme je disais, il s'appelait Ding à la base. Leur package s'appelle encore Ding. Et on a eu peur que les packages craquent. Ben, on a juste fait un proxy derrière entre le nom de Prélude et le package Ding. Comme ça, si jamais un jour il change de nom, on est assez protégé. C'est un risque à prendre. Mais j'entends ta question et elle est très juste. Tu en avais une deuxième ? Absolument. Tu parlais de réactivité, de performance et d'avoir eu que ce soit aussi bien sur la partie front, expérience utilisateur, mais également sur la partie temps de réseau, et c'est pourquoi vous avez fait du zoning. Qu'est-ce que tu utilises toi comme outil ou comme méthode pour pouvoir mesurer et valider des objectifs de performance sur ces applications? Alors j'ai envie de dire que sur le projet de zoning, le gain en temps a été j'ai envie de dire une pièce en plus en fait. Ça a été un nice to have. Mais en fait, si on a fait ce zoning, c'est principalement pour des raisons de privacy. Et derrière, effectivement, comment est-ce qu'on fait nos tests utilisateurs, comment est-ce qu'on analyse nos éléments, c'est simplement avec des outils de mesure d'API, des outils comme Datadog, des outils comme Amplitude, qui mesurent les temps de réponse, qui nous donnent le temps d'erreur, la temporisation d'erreur. Et on a aussi des SDK. Je crois que c'est le seul produit Microsoft que j'utilise, qui s'appelle Clearview, qui permet en fait de record l'écran d'utilisateur, de voir le temps de chargement, de voir tous ces éléments-là. Après, on a aussi des outils comme Hotjar qui nous permettent d'avoir des heatmaps de l'expérience utilisateur. Donc du coup, on voit si l'utilisateur fait des rage-clics, on voit si l'UI met trop de temps à charger. Encore une fois, c'est une temporisation et c'est une mesure
à considérer quand tu crées le produit. À quel point est-ce que ton client te dit, ou ton client ou ton produit te dit, bon ben, on a beaucoup de données à charger, est-ce qu'on accepte derrière un temps de réponse un peu plus lent? Est-ce que je peux pas faire en sorte que mon payload soit plus petit? Je vais prendre un exemple je peux pas partager mon écran, je suis un peu désolé. Un exemple sur Leadstar. On a un écran sur lequel on va charger un podcast, sur lequel on va charger un article et une vidéo. Pour optimiser ma requête, et parce que je suis un peu flemmard, je me suis dit, bah, écoute, on va tout claquer dans un seul call d'API. Et puis là, on s'est rendu compte, quand je prends le podcast, il faut que j'aille chercher le titre. En fait, on ne met pas un podcast, on met un épisode de podcast. Donc du coup, quand je prends le podcast, l'épisode, je suis obligé d'aller chercher le podcast de l'épisode, puis derrière d'aller chercher les catégories du podcast de l'épisode. Donc du coup, ça fait des payloads assez lourds. Pareil, derrière, si on ajoute la vidéo, il faut que j'ajoute tous les champs pour le support HLS. Et pour l'article, il faut derrière que j'aille claquer l'article, celui qui a publié l'article, et potentiellement tous les summary qu'on gère avec une IA. Ah bah, je te prie de me croire que derrière, quand ton application elle se chope des payloads de 3 mégas, tu fais « Oh punaise !» Et effectivement, ton UI, elle charge. Mais encore une fois, le produit se lançait. Il n'y avait pas de masse de clients. Et donc, du coup, je te dis, bon, bah, on optimisera plus tard. Aujourd'hui, il s'avère qu'on a mis une autre feature en place, qui est de la traduction en fait, de ces sommaires, automatisée encore une fois, automatisée par ChatGPT. Enfin, les API d'OpenAI, en tout cas. Derrière, ici, on s'est dit, c'est pas possible. Je peux pas aller continuer avec ce payload-là, où j'avais déjà des summaries en anglais, à avoir des sommaires en anglais, des sommaires en français, et potentiellement une quatrième langue. On aurait abouti à des payloads de 10-15 mégabits. Pas possible. Déjà, de toute façon, le système, il aurait craché. Il aurait dit, la requête, tu dégages. Donc, on a simplement splitté nos requêtes. Pourquoi? Parce que dans ma première interface, j'ai pas besoin d'avoir toutes ces informations. J'ai besoin que lorsque l'utilisateur consulte l'information. Donc, du coup, j'ai coupé dans le gras. Effectivement, tu as le risque que ça ne réponde plus sur les vieilles applications. Mais encore une fois, tu fais de l'app-compat, tu laisses certains champs dans ta méthode d'API, et derrière, bon, ça fait maintenant un petit mois que cette feature est lancée. Notre parc d'applicatifs, il est mis à jour, je crois, de l'ordre de 80%. Très bien. Maintenant, voilà, c'est fait. On a assumé le risque, on l'a pris, et du coup, derrière, je ne sais plus ta question initiale, excuse-moi, j'ai sauté du coq à l'âne. Mais du coup, notre sécurité est quand même assez bien prise en compte sur nos temps de réponse. Merci pour ta conf. Donc tu parles pas mal d'innovation, de start-up, c'est un peu le sujet de ta conf, et tu parles énormément de tech, parce que tu es développeur. Quel est selon toi le rôle qu'a joué la tech dans le succès des boîtes que tu as accompagnées et des projets que tu as fait? Bah, dans la mesure, encore une fois, où je suis intervenu sur des pure players, qui étaient des applications mobiles, où il y a forcément un moment où le produit que l'entrepreneur met en avant des investisseurs pour recevoir de l'argent est essentiel. Si le produit ne marche pas, il y a peu de risques qu'il lève des fonds. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on peut définir que l'apport de la tech derrière a aidé? Je pense qu'il faut penser au triumvirat que je présentais. Est-ce que derrière mon travail a eu un impact sur le où? Est-ce que mon travail a eu un impact sur la raison d'être du produit? Et comment est-ce que j'ai réussi à mettre en place, comment est-ce que les processus tech qui ont mis en place? Est-ce que j'ai utilisé la bonne technologie? Par exemple, je pense à Rester Jeune, où on a des séquences d'envoi d'email qui sont monstrueuses. Encore une fois, quick and dirty. Je me suis dit, bon, on va mettre une grosse machine, on va pas trop se casser la tête. Et je vais aller claquer en requête asynchrone 80 000 mails. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et là, du coup, bon, évidemment, il y a le système de queue Redis, mais je vois que Clever propose lance en bêta son système Pulsar. Je prends mon téléphone, j'appelle Quentin, qui répond quand il peut répondre, et il me dit ouais, Pulsar c'est cool, vas-y, va sur Pulsar. Bon, je mets la machine Pulsar. Il s'avère que le package Node qui fait tourner le package Node qui fait tourner le backend, c'était pas ouf parce que derrière le moteur de Pulsar était du C++ et pour
une raison étrange, ça ne buildait pas. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé 4 nuits à faire un module NPM qui utilisait le package Rust Pulsar plutôt que le package C++. Et là, ça a fonctionné. Il s'avère qu'au final, c'est une suite de choix. C'est une suite c'est la façon dont tu délivres, je pense, qui a ton impact sur le succès de l'innovation. Si derrière, tu es prêt à accepter le risque d'avoir des bugs, tu peux derrière shipper vite et derrière récupérer la monnaie de ta pièce. Si tu es plus dans une logique industrielle et si tu te dis, bon, bah, d'accord, on peut prendre des process un petit peu plus lents parce que le produit a des dizaines de millions d'utilisateurs et on ne peut pas supporter qu'il y ait un bug, ouais, dans ces cas-là, tu fais un peu plus d'audit, tu fais un peu plus de tests, tu t'assures de la robustesse de tes choix techniques. Et dans ces cas-là, tu assumes aussi le fait que les process soient plus longs et du coup que le succès de l'innovation se mesure plus en jours ou en semaines, mais plus probablement en quarter ou en année. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Bah, du coup, je vais profiter d'être sur scène et je vais profiter de cette scène qui m'est offerte pour avoir un one more thing. Oui, je vous ai dit, Steve Jobs a beaucoup inspiré ma vie. Je vous ai parlé d'innovation et depuis maintenant quelques mois, depuis une bonne dizaine de mois, une bonne quinzaine de mois, on a l'IA qui frappe à toutes les portes. On a des fonds qui sont levés par centaines de millions, voire milliards par des acteurs américains, par centaines de millions par les acteurs français. On est en pleine Global AI Summit à Paris, avec des événements à Paris. Et l'IA, elle coûte très cher. Alors j'ai décidé de mettre en place, et c'est un système qui sera ouvert dès ce soir, la brique manquante entre vos applications et l'IA pour permettre d'avoir des coûts d'IA beaucoup plus faibles. Et j'ai nommé cette application Brooklyn. Quand vous faites de l'IA, généralement, vous faites du synchrone. Vous dites, bon, très bien, vous allez utiliser des API d'Anthropic, vous allez utiliser des API de Mistral ou d'OpenAI, peu importe. Vous faites votre chat completion, vous attendez la réponse, très bien. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces tâches, en fait, elles peuvent être déportées, elles peuvent être reportées, elles peuvent être traitées plus tard. Quand on gère un sommaire d'articles, si on n'a pas la réponse tout de suite, c'est pas grave. Si quand on veut aller créer du contenu pour sa semaine sur LinkedIn, si on a la réponse 2, 3, 4, 5 heures plus tard, c'est pas grave, d'accord? Mais le problème, c'est que quand on va faire du batching sur ces providers d'IA, c'est extrêmement complexe. Il faut gérer un format spécifique qui est du JSON line. Il faut derrière uploader le fichier sur les plateformes. C'est un petit peu pénible. Et j'ai eu le cas dans les 2 précédentes boîtes que j'ai mentionnées, à savoir des 4 boîtes que j'ai mentionnées, pardon, à savoir Restation et Leadstar. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller créer un service d'API unifié qui va vous permettre d'envoyer vos jobs et de soumettre un endpoint sur lequel moi je vais vous répondre quand l'API quand l'API de OpenAI ou Anthropic ou Mistral aura fait son taf. C'est un pré-lancement aujourd'hui. Ce sera lancé officiellement à la fin du mois, à la fin des événements parisiens. Et sur ce, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une très belle soirée.